L'Histoire à venir, festival d'histoire et de sciences humaines et sociales proposé par la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne, l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et les éditions Anacarsis, se tenait du 24 au 28 mai 2023 autour de la thématique « Il était une fois le progrès ». À cette occasion, l'historien et philosophe Krzysztof Pomian, directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles, était à la librairie Ombre Blanche vendredi 26 mai. Il était en dialogue avec Solène Rivoal, historienne moderniste de l'Institut national universitaire Champollion à Albi, et Natacha Laurent, historienne contemporanéiste à l'Université de Toulouse, autour de la question « Le musée, une histoire mondiale et du progrès ». Il s'agissait ici d'explorer en la compagnie de l'historien polonais auteur de Histoire mondiale des musées chez Gallimard les interactions entre progrès et musée et de voir entre autres si les collections qu'abritent les musées sont orientées indéfiniment vers l'avenir. Bienvenue pour cette rencontre exceptionnelle avec Krzysztof Pomian et un livre qui est absolument monumental et qui est unique en son genre. Alors avant de l'accueillir et de discuter avec lui et avec vous des connexions entre son ouvrage et puis notre thématique, vous rappelez que simplement le Festival L'Histoire à venir en est à sa 6e édition, qu'il est le résultat d'une collaboration entre 4 grands acteurs toulousains. L'université Toulouse-Jean Jaurès, qui est maintenant l'université de Toulouse, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Bien sûr, on est très heureux que cette rencontre puisse avoir lieu dans cette magnifique librairie Ombre Blanche qui est essentielle pour nous tous ici à Toulouse et au-delà, puisque Krzysztof Pomian connaît fort bien cette librairie, on a eu l'occasion d'en parler. On terminera à l'heure puisque tout le monde a un programme très chargé avec un véritable marathon et d'autres rencontres qui sont prévues. Donc ne vous inquiétez pas, à 17h30, on arrêtera, c'est promis. Vous savez que vous pouvez acheter tous les livres dont il est question dans le festival. Krzysztof Pomian pourra dédicacer aussi à l'issue de la rencontre, si vous le souhaitez, quelques exemplaires. Et au Théâtre Garonne, vous avez tous les soirs, au cas où vous auriez faim de livres le soir, vous pouvez aussi acheter quelques ouvrages au Théâtre Garonne. Vous savez aussi que ce festival est tout à fait particulier, ça n'est pas une commande politique, hein, c'est une création véritablement collective de ces 4 acteurs et que pour financer ce festival, on a aussi besoin de vous. Donc à la sortie, il y a une participation libre et nécessaire. Avec moi pour donc dialoguer avec Krzysztof Pomian, Solène Rivoal. Et nous allons donc commencer tout de suite. D'abord vous dire, Monsieur Pomian, à quel point nous sommes honorés et heureuses et heureux de vous recevoir autour de ce livre qui est d'une certaine façon l'aboutissement de 30 ans de recherche. Je n'ai pris avec moi que le premier volume sur le musée Une histoire mondiale, mais il y en a 3. Et ce qu'on voulait essayer de faire avec vous, puisqu'il y a déjà eu une rencontre hier aux abattoirs avec Annabelle Ténez et plus particulièrement connectée au musée d'art contemporain, c'était essayer de voir avec vous comment on peut connecter cette histoire mondiale du musée avec la thématique du progrès. Voilà, c'est le défi de cette rencontre qu'on va ouvrir avec Solène. Et ensuite, bien sûr, vous aurez le public, bien sûr, pourra dialoguer avec vous. Alors, je commence simplement par très vite présenter Krzysztof Pomian, directeur de recherche honoraire au CNRS et professeur émérite à l'université Nicolas Copernic de Toruń en Pologne, à la fois philosophe et historien, et on vous présente souvent comme un philosophe de l'histoire. Moi, ce qui me frappe dans votre parcours, c'est que vous êtes profondément européen. Je crois que c'est quelque chose qui vous distingue. Vous avez une œuvre scientifique impressionnante, écrite d'abord en polonais et puis depuis le milieu des années 70 en français, avec de très très nombreuses traductions. Vos travaux sont traversés par une réflexion permanente sur l'histoire. Je mentionne 2 titres simplement, L'Ordre du temps en 1984 et Sur l'histoire en 1999. Et ce qui va nous intéresser aussi ici, c'est votre passion pour les musées, les collections et je dirais les aventures patrimoniales. Je citerai simplement Collectionneur amateur curieux, Paris-Venise, XVIIIe siècle en 1987, et bien sûr cette somme absolument monumentale qui s'intitule Le musée, une histoire mondiale, en 3 tomes, paru chez
Gallimard. Voilà pour la présentation générale. Et on va tout de suite donc entrer dans le vif du sujet. Dans le premier volume, vous passez, avant d'arriver au musée, puisque la notion de musée pour vous est intimement liée à quelque chose d'exceptionnel, qui est la collection, les collections, vous en parlez beaucoup. Avant d'arriver à la collection, il y a un trésor. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette transition qui se fait entre le trésor, la collection particulière, la collection publique? Est-ce que ce mouvement, qui va peut-être permettre d'aboutir au musée, est-ce que c'est d'une certaine façon un progrès? Les mots progrès sont extrêmement dangereux. Et je pense appartenir à la génération d'historiens et des philosophes, en l'occurrence, qui a vécu, si je peux dire, les dernières années où on parlait des progrès comme si de rien n'était, comme si c'était naturel, pour ensuite pratiquement abandonner. C'est un mot qui, d'une certaine manière, a disparu de notre langage, je pense, de notre langage professionnel, tandis qu'il était extrêmement présent dans ces langages tout au long du 18e, 19e siècle. Grosso modo, depuis les milieux du 18e, depuis Turgot, pour prendre une date, un événement qui était la conférence de Turgot à la Sorbonne célèbre, et jusqu'à la période de l'entre-deux-guerres, en fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, même si les mots et l'idée même des progrès commencent à poser problème. Je rappelle pour mémoire les illusions du progrès de Georges Sorel, un livre assez retentissant du début du XXe siècle. Sorel n'était pas le seul. Dans un tout autre domaine, des réflexions universitaires qui montraient déjà que le mot progrès et toute la problématique du progrès ne va absolument pas de soi. C'est un classique de la littérature anglo-saxonne, je crois, jamais traduit en français, d'un très grand historien, Jimmy Barry, B-U-R-Y, qui s'appelait tout simplement The Idea of Progress, l'idée du progrès, qui doit dater de l'immédiatement après la Première Guerre mondiale, ou peut-être même avant, je ne me souviens plus exactement. Donc, ceci pour dire que répondre à la question est-ce un progrès ou non est extrêmement difficile. Qu'avons-nous retenu du progrès? Parce que ces termes et cette problématique n'est pas complètement morte. On en a retenu, je pense, et c'est resté dans le langage des sciences sociales, l'idée de croissance, dont je dirais à l'instant en quoi elle diffère de l'idée du progrès. L'idée de croissance qu'il est d'ailleurs extrêmement difficile de ne pas retenir, puisque si nous comparons tout simplement la population mondiale en 1900 à la population mondiale en 2000, on voit tout de suite la différence. Elle est à peu près de l'ordre de grandeur. Donc, de même, dans mon domaine, entre le nombre des musées aux alentours de 1900, si l'on veut, et le nombre des musées aux alentours de l'an 2000, il y a vraiment une différence de l'ordre de grandeur. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous en sommes à peu près, avec toutes les réserves que supposent les statistiques muséales, nous sommes grosso modo à 100 000 musées dans le monde. Nous en étions à peu près à quelques dizaines de milliers, en comptant large, aux environs des 1900. Donc, croissance, oui. Progrès, non. Qu'est-ce qui a disparu dans ce changement? Eh bien, une idée qui était comprise dans l'idée du progrès énoncée explicitement par les grands auteurs qui en ont parlé, c'est-à-dire l'idée d'une sorte de perfectionnement moral de l'humanité.
l'humanité était supposée non seulement de devenir plus puissante, plus riche, de se porter mieux, mais aussi de vivre dans tout cela, justement, un perfectionnement moral. C'est assez visible dans un texte célèbre qui appartient tout à fait à une problématique, lorsque Edward Gibbon termine la première partie de son histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, avant d'entamer la deuxième consacrée à ces prolongements byzantins. Il y a un moment, littérairement c'est très puissant, Gibbon est à Rome, il est assis quelque part, si mes souvenirs sont exacts, sur l'escalier qui mène au Capitole, endroit qui a, pour l'histoire des musées, une signification tout à fait particulière, mais peu importe, et il médite. On est au crépuscule, heure propice aux méditations métaphysiques et historico-philosophiques, et Gibbon se pose la question de l'avenir de l'Europe. Et c'est dans ce cadre qu'il énonce cette affirmation que l'humanité sera non seulement plus riche, plus puissante, etc., mais qu'il y aura aussi plus de bonheur, happiness et même de sagesse. Je ne cite pas tout à fait exactement, mais je pense rester assez proche du texte. Il y a le mot wisdom qui apparaît là. Bon, donc là, nous pouvons admirer Gibbon comme historien, un des plus grands à avoir jamais pratiqué ces métiers, mais évidemment, nous ne partageons absolument pas ce genre d'idées aujourd'hui. Et déjà avant la Première Guerre mondiale, il était difficile d'y croire, comme le montrent les cas Sorel et comme le montrent un certain nombre d'autres textes, Nietzsche. Mais après la Première Guerre mondiale, et en plus après la Seconde, évidemment, ce n'est plus possible. Et je dirais que le problème que nous pose à la fois les souvenirs de l'idée des progrès telle qu'elle était partagée par une très large opinion. Il y a toujours eu des gens qui n'y croyaient pas. Bon, n'oublions pas, c'était toujours controversé. Mais, aujourd'hui, c'est la question à laquelle nous sommes constamment confrontés. Dans quelle mesure la croissance de nos capacités techniques, la croissance de nos connaissances scientifiques, absolument incontestables, je ne dirais pas va-t-elle de pair, mais crée-t-elle les conditions éventuelles d'une sorte d'avancement moral pour éviter les mots de progrès de l'humanité. La question est ouverte et on ne voit pas la réponse, à vrai dire. Alors, pour continuer sur cette question-là, moi je suis très contente de pouvoir vous poser des questions parce que j'ai beaucoup lu vos travaux et c'est vrai que les tomes 1, 2, 3 que vous proposez, en fait ça n'a jamais été écrit, c'est une histoire qui n'a pas été écrite et qui aujourd'hui existe grâce à Monsieur Pomian. Et moi je voulais lui poser cette question. Vous dites, le sous-titre de votre livre, c'est une histoire mondiale. Le musée, une histoire mondiale. Et on a les 3 temps, ou 3 temps que vous
que vous énoncez parfaitement dans les 3 tomes. Mais moi, ma question, en relation un peu avec celle que vous a posée Natacha, mais c'est pour continuer de penser à ça, on voit se développer les musées. Alors vous dites, avant les musées, il y a des formes de collection, et vous faites un tour un peu dans le tome 1 de certaines cultures qui font ces collections-là. Et on voit ensuite assez bien, dans le tome 2 et le tome 3, que finalement, le musée, ça devient une institution assez liée, en fait, à ces sociétés qui se sont pensées comme modernes ou en progrès, au départ, et qui ont essayé de créer ces musées-là. Et donc ma question, c'est est-ce que, pour vous, le musée, c'est une institution, en fait, qui est liée aux sociétés qui se sont pensées comme modernes, qui se sont pensées comme en progrès? Vous voyez? Et est-ce que donc nous on a dit est-ce que pour vous c'est un progrès, mais est-ce que pour les sociétés qu'on étudie finalement le développement des musées ce serait la vision, le rendre visible ce progrès européen par exemple au XVIIIe ou au XIXe siècle selon vous? Bon, d'abord je voudrais encore revenir à une phrase de Natacha Laurent. Quand elle a parlé du caractère exceptionnel, vous avez utilisé cette formule des collections. Oui. Alors là, je voulais, je dirais presque protester, parce que la collection n'est pas un phénomène exceptionnel. La collection est un phénomène coextensif à Homo sapiens, et peut-être même entamé déjà par les Néandertaliens. Bon, on peut toujours discuter sur l'interprétation des données préhistoriques, puisqu'ils ne nous ont pas laissé des textes, donc ils nous ont laissé une énorme latitude interprétative des vestiges matériels. Mais ce n'est pas exclu, ce n'est pas impossible, et à vrai dire, ça ne change pas grand-chose. Toujours est-il que la collection est un phénomène coextensif à Homo sapiens au moins, qu'il n'y a pas de société humaine où il n'y ait pas de collection sous une forme ou sous une autre. Alors il y a plusieurs formes différentes de collections dans lesquelles je n'entrerai pas. Les musées en est une, parmi d'autres. Mais je dirais presque, et ça permettra peut-être ensuite de clarifier certains points liés directement au musée, je dirais presque que la collection, c'est la culture. S'il n'y avait pas de collection, il n'y aurait pas de culture parce que la culture présuppose une transmission générationnelle et la transmission générationnelle présuppose aussi qu'on réunisse et préserve les objets tels ou tels autres. Alors là commence évidemment un autre discours parce que le choix est très large, mais qu'on collectionne, préserve pour transmettre aux générations d'après. Sans quoi les liens intergénérationnels ne seraient pas assurés, la culture humaine tout simplement n'existerait pas comme telle. Donc en ce sens, avec la collection, c'est un changement de perspective à mon avis assez important. Nous avons affaire non pas à un phénomène marginal, à l'affaire de quelques maniaques ou hurluberlus qui collectionnent, nous avons affaire à un des phénomènes centraux de la culture humaine. Et c'est dans cette perspective qu'il faut aussi voir les musées, évidemment. Est-ce que je peux vous poser une question rapide, mais quand vous dites, voilà, le phénomène de collection existe partout, pas forcément le phénomène de musée, mais le phénomène de collection, est-ce que vous pouvez donner des exemples de collections qui ne seraient pas... vous voyez, qu'est-ce que certaines sociétés, selon vous, collectionnent? Comment est-ce que... Écoutez, dans les sociétés des chasseurs-cueilleurs, qui ne sont pas des sociétés sédentaires, nous avons des petites collections d'objets sacrés qui sont réunis, qui sont transportés, qu'ils ont avec eux, et qui sont presque, très souvent, nous le savons, au centre de leur identité, qui est à la fois une identité religieuse et tribale. Ça ne se distingue pas.
à ce niveau-là. Dans des sociétés plus développées, mais encore pour en rester à des nomades, la société site, située à peu près sur les terrains de l'Ukraine d'aujourd'hui et de la Russie du sud-ouest d'aujourd'hui, la société site est une société dont il nous reste des remarquables témoignages artistiques parce que il y avait des collections qui étaient formées et qui servaient ensuite à équiper les grandes figures de la société site dans leur voyage dans l'au-delà. Donc, dans le Nouveau Monde, toutes les sociétés du Nouveau Monde que nous connaissons, les Aztèques, les Incas, les Mayas, sont des sociétés où évidemment il existe des collections sous forme de trésors sacrés, liés aux monarchies sacrées, qui sont d'ailleurs la forme dominante d'exercice du pouvoir. Donc, en ce sens, j'ai dit toujours, moi, je n'ai pas besoin de chercher des sociétés qui ont des collections. J'aimerais bien qu'on me montre une qui n'en a pas. Alors, mis à part un cas extrêmement particulier, et d'ailleurs, où je ne peux pas me prononcer, n'étant pas ethnologue spécialisé, dans des situations extrêmes de décomposition du lien social, par exemple dans des situations de famine. En effet, lorsque les liens sociaux se décomposent, les collections disparaissent. Il y a un cas célèbre décrit par un anthropologue qui s'appelait Victor Turner, j'ai oublié comment s'appelait ce peuple qu'il a étudié, où en effet on assiste à une complète décomposition du lien social. Là, en effet, il n'y a pas de collection. Mais tout simplement, ces gens étaient à tel point occupés par leurs problèmes de survie au niveau des plus élémentaires que toute autre considération était évidemment mise de côté. Donc, en ce sens, encore une fois, je pense que le phénomène est universel, qu'il est coextensif avec la culture humaine et qu'il est, d'une certaine manière, au fondement de la culture humaine. Notre civilisation a étendu ces phénomènes, c'est-à-dire jusqu'au XIXe siècle pratiquement. La seule chose qu'on savait collectionner, c'était des objets matériels. Ça pouvait être des images, ça pouvait être des tableaux, ça pouvait être des sculptures, ça pouvait être tout ce que vous voulez, mais ça devait être des objets matériels. Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, d'abord avec les sons que nous avons appris à enregistrer, avec les images que nous avons appris à enregistrer, y compris les images mobiles, avec aujourd'hui, nous savons pratiquement collectionner à peu près tout. C'est-à-dire nous pouvons collectionner, et il y a des collections des odeurs qui sont réunies pour des raisons pratiques par les producteurs de parfums, mais qui désormais sont réunies aussi pour des raisons tout à fait théoriques d'études des sociétés. Les sociétés ont des réactions très différentes à des parfums et on pourrait continuer comme ça. Donc nous avons étendu, comment dirais-je, les domaines de la collection pratiquement à toutes les productions humaines, quelles qu'elles soient. Si on me demande si c'est un progrès, je répondrai que je n'en sais strictement rien. Donc pas de réponse. Alors, je reviens sur un autre aspect que vous développez beaucoup et qui est essentiel pour notre thématique. Vous dites que les collections sont orientées indéfiniment vers l'avenir. Vous parlez dans l'introduction du livre, vous dites que les musées ont une orientation futurocentrique, il y a donc
un lien avec le futur, avec l'avenir. On a toujours l'impression que le musée, c'est un lieu du passé, mais vous expliquez qu'en fait, on se projette vers l'avenir. Alors, cette projection vers l'avenir, est-ce que ce n'est pas aussi une tentation du progrès ? Est-ce qu'il y a un lien là ou pas dans cette... Parce qu'il y a une orientation quand même du temps dans un musée. Non, je ne dirais pas, je ne pense pas. L'orientation vers l'avenir, oui. Encore qu'il faille dire tout de suite qu'elle était... que c'est nous qui l'interprétons ainsi parce que les intéressés, si nous reportons quelques siècles en arrière, la pensaient en de toute autre forme. Ils ne parlaient pas, par exemple, de l'avenir, mais ils parlaient de l'éternité. Et on pourrait montrer, y compris à un niveau extrêmement pratique, que penser la collection comme orientée vers l'avenir et penser la collection comme destinée à l'éternité, ça fait deux. Cela dit, en effet, il y a dans l'idée de collection, comme j'ai dit, l'idée de transmission. Mis à part de nouveau les fantasmes, on ne collectionne pas pour soi-même. On collectionne toujours pour montrer, on collectionne toujours pour que les choses soient circulent entre les hommes d'une manière... Si les choses ne peuvent pas circuler, les hommes peuvent circuler autour des choses. Mais en tout cas, ce n'est jamais une opération, si je peux dire, autocentrée ou égocentrée. Cela ne signifie pas qu'on puisse parler d'une manière légitime des progrès à ces propos. Parce que les gens qui collectionnent peuvent tout aussi bien être convaincus que tout va de mal en pis. Et comme on lit dans une tablette cunéiforme du 3e millénaire d'avant notre ère, le monde se déglingue complètement. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Alors, on a compris que vous voulez éviter un peu de nous dire que le musée, c'est un progrès. Bon, je vais repartir dans une autre direction. Vous allez me dire si c'est toujours ou pas l'idée. Dans cette idée d'histoire des musées, finalement, le développement de cette institution qu'est le musée, donc une collection particulière, ce que vous définissez comme une collection particulière, elle est aussi assez liée, notamment pour les musées qui collectionnent des objets du passé, etc., à l'histoire des sciences. Et vous en parlez, par exemple, je crois, dans votre 3e tome. Enfin, voilà, c'est aussi lié à plusieurs développements de certaines sciences, notamment l'ethnologie, l'anthropologie, la préhistoire, etc. Est-ce que, pour vous, cette histoire des musées, elle pourrait être, enfin, elle est écrite en parallèle à cette histoire des sciences, ou au contraire, c'est pas lié, ou en tout cas, c'est pas un lien que vous faites directement? Non, si je comprends bien votre question, l'histoire des musées, en effet, recoupe, croise toute une série de différentes histoires, dont l'histoire des sciences. Dont l'histoire des sciences, évidemment. On ne comprend pas la diversification du musée d'histoire naturelle, ce qu'il est devenu. Si on l'isole tout simplement du développement des disciplines qui ont pris la place de cette entité assez nébuleuse qui s'appelait jadis histoire naturelle et qui s'appelle aujourd'hui géologie, paléontologie, etc., 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 avec les subdivisions dans chaque cas, et ça vaut aussi pour énormément d'autres disciplines. Donc, les musées très directement liés aux avancées de la connaissance scientifique. Il est d'ailleurs une des institutions où ces avancées ont eu lieu. Ça a changé au cours du XIXe siècle, mais je veux dire, la pratique des sciences comme la biologie, la paléontologie, etc., a quitté les musées pour partir sur les terrains d'une part et dans les laboratoires d'autre part. Mais ce n'est que maintenant, d'ailleurs,
qu'on assiste à un certain retour du musée comme lieu de recherche. C'est un phénomène assez nouveau. Je ne sais pas s'il traduit quelque chose de profond. Bon, ça, on verra, mais en tout cas, c'est à quoi on assiste maintenant. Donc, il y a aussi un lien, et c'est là ce qui rend les musées tellement intéressants. C'est que quand vous prenez cette institution et que vous ne vous limitez pas, c'est que les gens ont l'habitude de faire, on dit musée, on pense musée des beaux-arts en fait. Dans 9 cas sur 10, mis à part les professionnels. Mais le musée n'est pas que le musée des beaux-arts, même si celui-là est d'une certaine manière, comment dirais-je, définit l'axe central de cette histoire. Les musées, c'est aussi les musées archéologiques, les musées des sciences naturelles, et ça, il le devient très tôt, dès le XVIe siècle. Les musées, c'est aussi plus tard un musée d'histoire militaire, un musée d'histoire nationale, un musée... Et pratiquement, il n'y a plus aujourd'hui d'institution. Vous avez un musée de théâtre, vous avez un musée de l'opéra. Il n'y a plus d'institution aujourd'hui qui ne sécrète pas, d'une certaine manière, les musées pour enregistrer et donner à voir son histoire. Alors, vous avez dit, si on revient à la question de la collection, qui est centrale dans cette affaire, une collection, quand elle est constituée, quand elle s'enrichit, elle est aussi le témoin du temps durant lequel cette collection s'est établie et s'est constituée. Elle documente aussi celles et ceux qui ont collectionné. Donc elle raconte une histoire. Une collection raconte une histoire. Et vous avez dit que, certes, le musée, c'était un endroit où on conservait une collection, mais c'est aussi un endroit où l'on montre la collection. Alors, est-ce que, justement, on peut montrer une collection sans récit? Sans récit, sans raconter une histoire? Et est-ce qu'il y a plusieurs récits possibles dans une collection, dans un musée? Comment se positionne le fait même de raconter une histoire dans un musée? Est-ce que ça vous semble important, ou est-ce qu'on peut exposer une collection sans raconter d'histoire, ou sans raconter une histoire? C'est une bonne question qui touche d'ailleurs à un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, parce que le 19e siècle et le premier 20e siècle, en fait, nous ont légué une idée simple, c'est que quand vous faites une exposition, vous racontez une histoire, et que, qui plus est, pour que les visiteurs de l'exposition ne s'y perdent pas, le mieux, c'est que le début de l'histoire se situe au début de l'exposition et la fin à la fin. Comme ça, il n'y a pas de doute possible. Je pense que nous sommes aujourd'hui en train, je ne dirais pas d'abandonner cette démarche, mais en tout cas, elle est devenue beaucoup plus élastique. Parce qu'il est parfaitement concevable d'organiser une exposition qui n'est... C'est-à-dire, le problème avec le langage, c'est que, de toute manière, quoi que vous fassiez, on pourra toujours en faire une histoire. Mais cela dit, ça fait toutes les différences du monde. Si vous organisez une exposition, vous exposez une collection telle ou telle autre, en étudiant, par exemple, les similitudes formelles entre les objets, en ne tenant aucun compte du temps qui les sépare, mais en essayant justement de jouer sur les similitudes et les différences entre les formes. Encore une fois, puisque de toute manière, une exposition a un début et une fin, et un milieu et une fin. Selon Aristote, c'était la définition même d'une œuvre, en l'occurrence littéraire. Il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Une exposition a toujours un début, un milieu et une fin. Donc, on peut toujours les dire sous forme d'une narration.
Mais en fait, quand vous organisez une exposition autour des similitudes formelles entre les objets, vous ne faites pas une histoire. Vous étudiez autre chose. Et donc, il y a un changement des regards. Et aujourd'hui, on les pratique, y compris d'ailleurs il n'y a aucun exemple tout à fait récent, ne me vient pas à l'esprit. Qui de vous a vu l'exposition faite au Louvre par Laurence Bertrand d'Orleg qui s'appelait Les Choses. C'est une exposition très intéressante, très originale, mais certainement pas un exemple d'une exposition qui, justement, raconte une histoire. Alors, si elle raconte, c'est quelque chose de différent. Reste à définir cet objet. Bon, il y a un catalogue volumineux qui essaye d'expliquer cette chose. Alors, toujours dans cette idée d'essayer de parcourir avec vous cette histoire des musées, moi, je voulais vous poser une question. Donc, on a parlé de la collection, mais en fait, ce qui constitue une collection, c'est souvent des objets. Alors, des objets d'art, des objets d'histoire, etc. Et je me posais la question de ce statut des objets dans cette collection, puisque vous dites souvent le musée, c'est une forme de collection. Et hier, par exemple, dans la présentation que vous avez faite, vous avez parlé de cette idée qu'il pouvait y avoir une collection qui change d'endroit, etc. Et vous l'avez toujours exprimé comme un tout. Et en fait, ce que je voulais vous poser comme question, c'est d'essayer de travailler sur le statut de l'objet dans cette collection. Quand une collection, par exemple, on l'augmente d'objets, est-ce que ça devient autre chose? Est-ce qu'il y a une entité de cette collection? Au contraire, quand il y a des objets qu'on sépare d'une collection, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une collection de musée? Est-ce que c'est le lien entre les objets? Est-ce que c'est des objets particuliers? Parce qu'on sait qu'il y a des musées qui ont des objets phares, par exemple, à montrer. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur le statut des objets au sein des collections, ou en tout cas ce que vous étudiez, vous, et qui sont montrés, conservés, enfin... Non, mais les objets, dès qu'ils sont traités comme éléments d'une collection, acquièrent évidemment des significations qu'ils n'ont pas s'ils sont pris isolément. Alors ensuite, tout va dépendre des contextes, y compris des manières d'exposer, mais aussi tout simplement dans quel ensemble vous intégrez des objets. Aucun objet n'est univoque à cet égard. Vous pouvez présenter un objet technique dans une exposition d'art comme une œuvre d'art, et il sera inséré dans une autre série, donc dans une autre collection. Donc, et il acquiert une autre signification. Pour un passionné d'automobile, une Ferrari, c'est quelque chose qui permet, je ne sais pas, d'atteindre telle vitesse, etc. Pour moi, qui ne suis pas membre de cette tribu, c'est tout simplement une superbe sculpture. C'est un très bel objet, une très belle sculpture. Et on peut le dire d'ailleurs de quelques autres exemples des voitures, pour ne pas faire de la publicité uniquement à Ferrari, même si je crois que dans les gens, ils ont atteint presque le sommet. Mais ça, c'est mon opinion personnelle que personne n'est obligé à partager. Donc, vous pouvez en effet intégrer les objets dans des séries très différentes et leur conférer de cette manière des significations très différentes. Imposer à votre visiteur de les voir d'une certaine manière, qui n'est pas nécessairement la plus naturelle.
Moi, je me pose la question, par exemple, de l'intérêt ou du statut des objets, comme par exemple un musée comme le Louvre, qui expose beaucoup de ces objets, mais qui n'expose pas non plus, qui montre pas, qui ne donne pas à montrer un ensemble d'objets ou d'objets d'art qui sont maintenus dans des réserves, par exemple. Est-ce que ça donne une... Enfin, puisque c'est pas montré, qu'est-ce que c'est que le statut de ces objets qui sont pas montrés, en fait, si vous voulez, dans un musée? Écoutez, on fantasme énormément sur les réserves du Louvre. Et en effet, ça doit faire, je ne me souviens plus exactement, donc je préfère ne pas citer, mais en tout cas, on est dans les centaines de milliers d'objets. Ça a même amené quelques économistes à l'idée qu'au lieu de les garder comme ça dans les réserves, il serait peut-être intéressant de les mettre sur les marchés. Il y a eu un célèbre rapport dont j'ai terré par charité chrétienne les noms des auteurs, un haut fonctionnaire éminemment responsable, respectable, pardon, et un dirigeant d'entreprise qu'il était tout autant, mais les deux messieurs n'ont pas remarqué une simple chose, c'est que dans ces centaines de milliers d'objets qu'on a dans les réserves du Louvre, les 9/10 est constitué de tessons, c'est-à-dire des morceaux de céramique qui ont été trouvés sur les champs des fouilles, qui ont donc chacun, puisqu'ils ont été trouvés, ont leur numéro d'inventaire et tout, ils s'occupent de la place, ils peuvent, et parfois on découvre tout à coup que dans les fouilles faites il y a un siècle, ça projette une lumière sur quelque chose. Donc, ça peut servir, on les garde à tout hasard, mais je pense que même l'autorité du Louvre ne réussissait pas à imposer sur les marchés une collection de quelques centaines de milliers de tessons. Tout simplement, il n'y aurait pas d'acheteurs pour ça, parce que ce n'est pas un objet prestigieux. Je ne dis pas qu'il n'y a que des tessons dans les réserves du Louvre, il y a aussi un certain nombre d'autres choses, mais en fait, et aujourd'hui de plus en plus, avec notamment la création des filiales du type Louvre-Lens, etc., on essaye justement de montrer ce qui est montrable, et le reste restera dans les réserves parce que, comme je dis, ça peut toujours servir. Et que nous pensons justement en termes d'avenir, en termes des fouilles qu'on fera sur certains terrains où aujourd'hui on ne les fait pas parce que, en principe, depuis assez longtemps, il y a une règle, dans chaque champ des fouilles, vous isolez une partie du champ qui n'est pas fouillée aujourd'hui parce qu'on s'est dit qu'elle sera fouillée beaucoup mieux d'ici 20 ans ou 50 ans. Et donc, cette orientation futurocentrique est directement inscrite dans tout cela. Voilà, on ne sait pas si quelque chose qui a été sorti de terre il y a un siècle et qui aujourd'hui reste avec les statues des tessons dans les réserves de tels musées d'archéologie, et je sais qu'il y en a beaucoup en France, ne servira un jour à compléter quelque chose ou à apporter des connaissances dont nous pourrons avoir besoin. Alors, une autre question, dans la façon dont vous abordez justement cette histoire mondiale des musées, quelle place on peut faire à ces musées qui s'appellent musées d'histoire nationale? Bon, c'est-à-dire quelle place on peut faire ils se sont fait une place, d'une certaine manière. C'est une place parfois paradoxale. Dans le cas d'un pays comme la France, qui n'a jamais réussi à faire un musée d'histoire de France, même s'il y a eu des établissements avec cette appellation. Mais les Allemands ont réussi très bien. Et le Deutsches Historisches Museum de Berlin est un exemple du genre. Donc, les musées d'histoire nationale existent. En plus, tout dépend de ce qu'on entend par là, parce que nous n'avons pas de musée d'histoire de France,
mais nous avons les Invalides, un des plus grands musées d'histoire militaire, qui est aussi, ne l'oublions pas, à la fois par l'endroit où ça se trouve, et par le caractère de la collection, par la très lourde présence de l'empereur dans cette histoire, les Invalides sont un succédané d'un musée d'histoire nationale, qu'on l'aime ou pas. Ensuite, on peut avoir toutes les opinions possibles et imaginables sur le sujet. Donc, les musées d'histoire nationale existent. Ils commencent à exister, d'ailleurs, les moments très précis. Quand ce type de musée naît, il naît en France. Au risque de vous choquer, mesdames et messieurs, je vous dirais que le mot nationalisme naît aussi en France, à peu près à la même date. On est dans les années 90 du XVIIIe siècle, en plein dans la Révolution, et le premier musée, qui est le musée d'histoire nationale, et qui sera même présenté comme tel par son auteur, c'est le musée des monuments français d'Alexandre Lenoir, qui ouvre en 1793, si mes souvenirs sont exacts, et qui sera fermé par la Restauration en 1816. Bon, on ne peut pas entrer ici dans les détails de son histoire, passionnante par ailleurs, et dont on a beaucoup parlé. Il y a un excellent article dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, de Dominique Poulot sur les musées des monuments français, mais il y a toute une bibliothèque sur les sujets. Justement, alors si on parle de ces musées nationaux ou si on parle d'autres objectifs de ces musées, on pourrait revenir en fait sur les publics des musées et sur la manière dont les gens vont au musée. On a beaucoup dit qu'il y avait une forme de démocratisation des musées. En tout cas, les musées essaient d'attirer plus de monde. Il y a tout un effort qui est fait sur l'exposition des musées, enfin des objets. Il y a aussi des efforts sur la description des objets, etc. Est-ce que vous pensez que là, on peut parler de progrès? Pardon? Est-ce qu'on peut parler de progrès dans cette vision des collections ou pas? Je peux répondre évidemment qu'on peut parler des progrès autant qu'on veut. Tout dépend de la signification qu'on donne à ces mots. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a plus de gens réellement dans les musées? Et est-ce que le but des musées, là, l'objectif, selon vous, il est atteint, quoi? Il y a certainement beaucoup plus de gens dans les musées. Nous chiffrons les publics des musées aujourd'hui dans dizaines de millions de personnes à l'échelle mondiale. Donc, il est incontestable qu'il y en a beaucoup plus. Maintenant, un problème extrêmement délicat. Avec quoi les gens ressortent-ils du musée? Qu'est-ce qui change dans leur mentalité, dans leur façon de penser après la visite au musée? C'est une question à laquelle personne ne connaît de réponse, parce que ce qu'on nous vend en général comme sociologie du musée est d'un primitivisme intellectuel consternant, c'est-à-dire, oui, nous savons qu'il y a un tel nombre d'hommes et un tel nombre de femmes, qu'il y a... que les publics se répartissent grosso modo selon les tranches d'âge et que telles tranches d'âge sont plus représentées que d'autres. Nous savons même que dans les musées parisiens, et probablement ça vaut pour New York et pour Pékin, il y a plus de visiteurs venus de l'extérieur que des habitants du coin qui se contentent d'avoir les musées à portée de la main et considèrent que ça les libère du devoir d'y aller. Une fois satisfaite l'excursion scolaire, rituelle. Bon. Donc, nous ne savons pas, il faut le dire tout à fait clairement, comment réagit les publics du musée. Et le problème est extrêmement simple, c'est-à-dire pour faire vraiment une enquête socio-psychologique sur le public du musée, il faudrait investir énormément d'argent dans cette affaire, parce que ça devrait être une enquête longitudinale où vous reprenez les mêmes gens
Imaginez que vous avez en plus, il y aurait des problèmes d'échantillonnage extrêmement difficiles, mais les statisticiens trouveraient peut-être une solution. Mais vous posez la question, vous sortez aujourd'hui du Louvre, quelles sont vos impressions? Et vous reposez la question dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, pour voir, etc. Bon, donc, comme c'est le type même d'enquête qui serait extrêmement intéressant pour beaucoup de gens, mais qui n'apporte pas 1 euro de plus au budget, c'est une pure dépense des sponsors pour ce genre d'enquête, et là, on n'en trouve pas. Donc, comme je dis, nous ne savons pas. Quand on vous dit que nous connaissons les publics du musée, mon avis, c'est que cette proposition est fausse. Nous ne le connaissons pas. Nous savons, grosso modo, évidemment, nous connaissons les nombres, etc. Ça, c'est facile, combien de tickets on vend. C'est très facile à constater. Nous savons un certain nombre de données dites socio-culturelles. Et ce qui se passe vraiment dans la tête des gens, c'est une boîte noire. Cela dit, si vous voulez à tout prix que je découvre un progrès, oui, je pense que le fait qu'il y ait plus de gens qui visitent les musées qu'il y en avait, mettons, il y a un siècle, c'est un progrès, oui, c'est un progrès. Alors peut-être une dernière question, Solène, si tu en es d'accord, avant de passer la parole au public. Moi, je voulais vous poser une question sur un débat qui, depuis quelques années, est particulièrement intéressant et sans doute assez épineux. C'est ce qu'on appelle les restitutions. Après donc le rapport de Bénédicte Savoy et de Felwine Sarr sur la restitution du patrimoine culturel africain en 2018, quel problème, à votre avis, cette question pose-t-elle? Et est-ce que finalement restituer ces objets, est-ce que c'est démanteler une collection ou est-ce que c'est participer à la construction d'une nouvelle collection qui va intervenir dans un autre contexte? D'abord, c'est toujours le cas, c'est-à-dire si vous démantelez une collection, en général, vous en constituez une autre. Mais pour revenir au problème de restitution qui a en effet aujourd'hui inscrit à l'agenda et qui restera certainement avec nous pendant quelques dizaines d'années à venir. Bon, d'abord, pour replacer les choses très vite, historiquement, dès le XVIIIe siècle, en fait, chez les théoriciens de ce qu'il appelait à l'époque les droits des gens, et ce que nous appelons aujourd'hui plutôt droit international, dès le XVIIIe siècle, l'idée s'est fait jour et elle est énoncée à plusieurs reprises que les biens culturels ne doivent pas être victimes de la guerre, qu'on ne doit pas les détruire, les emporter, les expatrier, etc. Ce qui signifie un changement très important dans la mentalité des Européens par rapport à la guerre des 30 ans qui s'est soldée justement par une énorme redistribution des œuvres d'art. Bon, tous ces beaux discours des juristes ont eu un effet, à savoir que lorsque la France a commencé la plus grande campagne de pillage d'œuvres d'art jamais réalisée, il faut dire à la décharge des Français qu'elle était techniquement très bien faite et que pratiquement aucune œuvre n'a souffert des transports. On a mobilisé pour organiser les transports des œuvres des savants du niveau mondial. On a procédé à des études qui sont impressionnantes, c'est-à-dire pour envoyer de Livourne sur Marseille les œuvres d'art prises en Italie et en théorie
justifiés par des traités que Napoléon imposait aux États italiens, y compris aux États du Pape, ils ont procédé à des études de météorologie pour trouver le moment où les risques étaient réduits au minimum du naufrage du bateau des bateaux qui transportaient ces objets. Donc, ce travail était techniquement fait très bien, mais moralement, évidemment, et juridiquement, il est absolument condamnable. Ces soi-disant traités n'en étaient pas. C'était des traités où on imposait aux vaincus des décisions du vainqueur prince et tout, et on les habillait juridiquement. Et donc, l'effet de la chose, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en 1815, après Waterloo, la France a dû restituer toutes les œuvres d'art qui ont été prises, qu'il s'agisse de l'Italie, qu'il s'agisse de l'Allemagne, qu'il s'agisse de la Belgique et des Pays-Bas, et de l'Espagne. Ce qui, de notre point de vue, a une importance. Peu importe les détails techniques, comment ça a été fait, ça n'a pas été complètement fait, et encore un siècle plus tard, il fallait régler des problèmes qui sont restés en suspens, par exemple entre la France et l'Italie. On les a réglés par des traités bilatéraux. Bon. Mais ce qui est important, c'est qu'un précédent a été créé. On ne procède pas à un pillage des biens culturels parce qu'on est vainqueur et les œuvres pillées doivent être restituées. Ce précédent a été créé en 1815 et il a été d'ailleurs, il a servi après la Seconde Guerre mondiale pour restituer les œuvres qui ont été pillées par les nazis un peu partout en Europe. Et cela crée un précédent qui, d'une certaine manière, règle les problèmes des pillages coloniaux, qui sont un cas très difficile pour plusieurs raisons, mais où, aussi difficile soit-il, un principe n'est pas discutable. Les choses pillées doivent être restituées, point. Maintenant, c'est plus facile à dire à faire, parce que déjà, que veut dire les choses pillées? Dans le cas de Napoléon, les choses étaient très simples. Les Français ne se cachaient pas. Tout était fait à la lumière du jour. Il y avait des inventaires. Donc, on savait très bien ce que les Français ont pris à Rome, ce qu'ils ont pris à Berlin, ce qu'ils ont pris à Gdansk ou n'importe où ailleurs. Mais dans les cas coloniaux, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Quelles œuvres ont été pillées? Dans certains cas, de nouveau, les choses sont claires. Les bronzes de Benin sont les résultats du pillage opéré par l'armée anglaise et tous les contenus du château du roi d'Abomey, qui a été pillé par les Français. Parce en général, les Français et les Anglais, dans ce domaine, agissaient de concert. C'est pas la plus sainte des alliances, mais peu importe. Toujours est-il qu'il y a des cas comme ça, s'agissant de la France, et qui d'ailleurs ont déjà été réglés pour certains. J'y reviendrai à l'instant. Donc, reste cet énorme problème, puisque, en termes strictement juridiques, les Français étaient dans leur bon droit en enlevant les objets, peu importe, du Gabon ou du Sénégal. C'était des colonies françaises. Juridiquement, il n'y a rien à redire. Le problème avec le droit, c'est que d'une part, c'est une institution absolument irremplaçable et fondamentale, mais les droits sanctionnent les états de fait. Et on ne peut pas toujours
réconcilier le respect des normes juridiques avec le respect des normes morales. Ici, dans les cas des restitutions postcoloniales, où les problèmes juridiques ne sont pas clairs, nous sommes en plus dans un conflit entre les normes juridiques et les normes morales. Et donc, ce problème se pose. Il a été, rendons-lui ce mérite, posé sur les forums internationaux d'une manière retentissante par Emmanuel Macron dans un discours qu'il a prononcé à Ouagadougou, et où il constatait cette chose qui est tout à fait frappante et logique, qu'il est absolument scandaleux qu'un Africain doive venir à Paris ou à Berlin pour voir les œuvres africaines. D'où il a tiré la conclusion qu'on va restituer. Il ne connaissait pas la complexité de la chose en le disant. Il s'imaginait vraiment que ça va se régler vite fait, bien fait, tandis que nous avons en France, et ça existe depuis le XVIIIe siècle, ça n'a jamais changé, un inventaire national. L'inscription sur l'inventaire signifie que le bien qui est sur l'inventaire est un bien national, et pour enlever une chose de l'inventaire, il faut une décision de l'Assemblée nationale. Alors, vous voyez tout de suite la procédure que ça entraîne. Vous ne pouvez pas le faire d'un claquement des doigts. Et donc, dans les cas des restitutions auxquelles on a déjà procédé dans les cas français, par exemple les têtes des Maoris que la France a rendues, toutes, ou justement les châteaux d'Abomey qui a été rendu, il a fallu toute la lente procédure où les conservateurs devaient présenter les cas et où l'Assemblée nationale devait ensuite statuer sur ce cas. C'est ce qui nous attend dans l'avenir. Il est absolument incontestable qu'il nous faudra procéder, ça concerne non pas seulement la France, à des restitutions. Dans certains cas, c'est déjà en marche. Les Allemands, qui ont acquis de la manière la plus légale qui soit les bronzes pillés à Bénin par les Anglais, ils les ont acquis à une vente aux enchères organisée par les Foreign Office. Et donc, en toute transparence, ce qui fait que les musées d'ethnologie allemands ont probablement, après l'Angleterre, la plus grande collection de ces bronzes, la République fédérale a décidé de les rendre. Alors, reste les détails techniques, les choses sont en train de se compliquer énormément du côté d'Africain aussi, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoit et non seulement quelqu'un qui donne, donc il faut deux pour cet Angola, mais je suis sûr d'une chose, c'est-à-dire une partie de nos collections africaines rejoindra l'Afrique tôt ou tard. C'est une pure question du temps, des négociations, dont j'espère qu'elles se tiendront entre les professionnels et en tenant les médias aussi à l'écart que possible, parce qu'il n'y a rien de plus dévastateur pour une négociation de ce type que de la présenter comme une sorte de pugilat, ce qui est la grande spécialité des médias. Bon, ils vivent de cela, on ne peut pas leur faire des reproches, mais ce n'est pas comme ça qu'on arrive à quelque chose. Et donc, nous sommes en plein maintenant de discuter qu'est-ce que ça veut dire être pillé dans les cas coloniaux. Bénédicte Savoy et Selwyn Sarr, dans un rapport qui a été commandé par le président de la République, affirment que tout objet arrivé dans nos collections
dans le contexte colonial, peut être présumé pillé. C'est-à-dire, il remplace la présomption d'innocence, qui est quand même une des pierres angulaires de l'édifice juridique que nous avons, par une sorte de présomption de culpabilité. Je ne suis pas d'accord avec eux, par exemple. Je pense que là, ce qu'il faut discuter au cas par cas. Il n'y a pas de règles générales, il faut négocier au cas par cas. Et j'ajoute d'ailleurs, dans les prolongements de la pensée du président de la République, que s'il est scandaleux qu'un Africain ne puisse voir les œuvres africaines en Afrique, il est tout aussi scandaleux qu'un Africain ne puisse voir les œuvres européennes en Afrique. Et que nous sommes, en fait, les problèmes de restitution débouchent sur une question beaucoup plus large, qui n'est pas une question juridique, mais qui est et deviendra une sorte de question de morale culturelle internationale, si je peux dire, à savoir de la répartition des œuvres entre les différents pays et les différents continents. En France, on a appris à le faire à peu près, en témoignent les musées des abattoirs d'ailleurs, avec la collection Cordier venue du Musée national d'art moderne. Plusieurs musées dans les villes dites des provinces sont aujourd'hui dépositaires des œuvres qui appartiennent, c'est-à-dire de toute manière, ils sont tous sur un seul inventaire national. Donc en France, c'est assez, en théorie, c'est assez facile, en pratique, beaucoup moins. Mais à l'échelle de l'Europe, déjà, nous avons un énorme problème. Pour le moment, je ne sais pas quel est l'état de la question. La dernière réunion à laquelle j'ai participé avait lieu à Helsinki il y a une dizaine d'années. Et à l'époque, c'était un constat d'échec. C'est-à-dire, nous n'avons même pas d'instruments juridiques qui permettent de transférer les œuvres d'un pays membre de l'Union européenne à un autre. Alors, vous parlez de l'Afrique. Donc, tout ça est devant nous. Mais une sorte de justice, et je pense qu'elle va tôt ou tard s'imposer, je termine là-dessus. Là, ce serait peut-être en effet un progrès. Merci beaucoup. La parole est à vous. Merci beaucoup, bonjour. J'ai deux très courtes questions. La première question, si on imaginait un hypothétique musée du progrès, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez mettre dedans ? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la numérisation des collections au musée virtuel. Est-ce que, d'après vous, ça améliore l'existence humaine ou est-ce que c'est un progrès ? Ça change à la fois beaucoup et peu. Beaucoup dans la mesure où, désormais, vous pouvez, assis devant votre écran d'ordinateur chez vous, regarder les œuvres qui sont au Metropolitan Museum ou qui sont au musée de Sydney en Australie. Vous pouvez les regarder comme ce n'était jamais possible avant, en détournant sur l'écran, etc. Bon, tout ça est très bien. Donc, en termes de propagation, de facilitation d'accès, c'est un pas énorme, la numérisation. Et en même temps, il y a des opinions parfois dictées par un excès d'enthousiasme, parfois par un excès d'angoisse, comme quoi, puisqu'on peut tout voir sur l'écran, ce n'est pas la peine d'y aller. Eh bien, là, ma réponse est tout à fait catégorique. Aucun écran ne remplace le contact avec l'objet. Et la justification pourrait remplir un séminaire de philo, parce que c'est tout un problème de phénoménologie de notre accès aux objets, mais on peut, je pense, s'il y a quelque chose qu'on peut démontrer dans nos sciences molles
approximative, c'est ça, on pourrait le démontrer. C'est-à-dire voir un objet réellement tel qu'il est, l'avoir en face de soi, et avoir en face de soi une copie sur l'écran, aussi parfaite soit-elle par ailleurs, techniquement parlant, ça fait deux, et l'un ne remplace pas l'autre. Donc je ne crois pas que les musées soient menacés, la fréquentation des musées. J'espère plutôt le contraire. Je pense que avoir vu, je ne dis même pas Mona Lisa sur l'écran, parce que Mona Lisa sur l'écran est un peu réduite, pas tout à fait, mais n'importe quel objet sur l'écran peut donner envie de les voir face à face, si je peux dire. Non, alors, juste une anecdote. J'étais prof, quand j'étais prof il y a fort longtemps, enfin, jeune prof. J'avais amené mes élèves de Saint-Denis au Louvre, et je me souviens que nous avons été suivis pendant toute la visite, enfin pendant une partie de la visite, par un gardien, et j'ai rassuré le gardien pour lui dire que mes élèves ne voleraient pas la Joconde. Il y a eu un progrès incontestable dans l'accueil. Alors c'est un progrès minime certes, mais dans l'accueil par les musées, en tout cas par les services pédagogiques des musées. C'était juste une anecdote. Ma question, elle est en rapport indirect avec la fin de votre intervention sur la question postcoloniale. Il y a une tendance actuelle, me semble-t-il, à ce que des mémoires ou des porteurs de mémoire revendiquent des musées. Alors, y compris revendiquent, et non seulement revendiquent, mais obtiennent. Par exemple, c'est le Memorial Act à la Guadeloupe, pour la question, notamment pour la question de la traite et de l'esclavage colonial. Il y a aussi le musée, dans un contexte différent, mais qui a suscité beaucoup de débats, la création du musée d'histoire nationale de l'immigration. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ces revendications, tout à fait légitimes de mon point de vue, hein, de toute façon, que soit mon point de vue, peu importe, de ces revendications qui consisteraient à penser que le musée peut contribuer à réparer, on va dire, des mémoires douloureuses ou des mémoires invisibilisées. Je ne sais pas comment on le dit, mais enfin, voilà le sens de ma question. Alors, évidemment, entrer dans une voie de réconciliation, ça suppose beaucoup de choses. Mais en tout cas, il est incontestable que dans nos sociétés, et où, pour vraiment entrer dans la mémoire collective, il faut pratiquement qu'il y ait un musée. Donc dans nos sociétés, évidemment, les musées jouent ce rôle, je dirais, thérapeutique, à la fois en donnant satisfaction aux groupes qui se sentent exclus ou oubliés, en leur redonnant leur place dans l'histoire nationale. Et de ce point de vue-là, justement, la création, par exemple, du musée de l'immigration a été un moment important, bien que le problème de l'immigration soit très très loin d'être résolu, mais ce n'est pas avec un musée qu'on les résout. Et on l'a vu d'ailleurs, je dirais, ce ne sont même pas des propos académiques. On l'a vu très clairement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, parce que la guerre n'était pas encore complètement terminée. Quand les anciens prisonniers des camps nazis, en l'occurrence du camp de Majdanek proche de Lublin en Pologne, ont immédiatement pétitionné le Parlement polonais pour que ces lieux deviennent un musée. Et dès la libération d'Auschwitz, le problème s'est posé immédiatement et les décisions ont été prises donc dans la foulée. Ceci pour dire qu'ils avaient le sentiment que les atrocités absolument innommables qu'ils avaient vécues doivent être, la mémoire de cela doit être préservée non seulement sous forme de souvenirs, de textes, etc., mais y compris tous les vestiges matériels. Ceux d'entre vous qui ont vu peut-être les musées d'Auschwitz savent que ce sont des choses assez difficilement supportables. Mais il faut les montrer.
Et donc, ça a aussi un rôle thérapeutique, et ça a joué, par exemple, certainement un rôle dans une sorte de, comment dire, rééducation de la nation allemande. Les visites des jeunes Allemands à Auschwitz, et là nous avons des témoignages, qu'elles ont été vraiment, comment dire, bouleversantes au sens propre du terme. Si l'on considère que la première mission du musée est de conserver des œuvres en bon état, ne considérez-vous pas qu'il y a eu progrès dans les techniques de conservation de la part des restaurateurs et des archéologues qui font un travail remarquable? Les restaurateurs d'aujourd'hui restaurent les œuvres de la manière la plus fidèle à l'œuvre d'origine, contrairement à ce qui s'est fait à une époque. La deuxième mission est apparue deuxième partie du XXe siècle, la mission de transmission. Et comme le disait monsieur, la transmission s'est faite de plus en plus entre les établissements scolaires et les musées, mais aussi avec d'autres partenaires du musée. Le musée s'est ouvert et en même temps a formé, a éduqué l'œil des spectateurs. Donc de nombreux spectateurs viennent pour découvrir, pour être émus aussi. Et donc il me semble que là aussi il y a eu progrès. Au départ, il n'y avait pas ces formations-là. Qu'en pensez-vous? Sur la première question, c'est incontestable, madame. C'est-à-dire, pour ne pas chercher loin, entre la situation de l'immédiat après-guerre et aujourd'hui, dans le domaine des techniques de conservation, le monde a changé du tout au tout. Les premiers laboratoires liés au musée apparaissent aux États-Unis dans les années 30. En France, ça arrive un peu plus tard. Mais aujourd'hui, il y a l'énorme laboratoire des musées de France et évidemment, on ne conçoit plus le travail des conservateurs sans faire appel à toute cette machinerie, y compris cyclotron, y compris, je ne me souviens plus quoi, mais c'est assez impressionnant. Donc, sur ce chapitre, c'est certain. Quant à la seconde question, il y a dans ce domaine énormément à faire encore. De nouveau, c'est dans les années peu avant la Première Guerre mondiale, en fait, après que les Américains, parce que dans ce domaine, ils sont des vrais pionniers, les Américains commencent à travailler avec les publics. C'est-à-dire non seulement dans l'histoire naturelle, ça a commencé même plus tôt, vers la fin du 19e siècle, dans les années 70 ou 80. C'est-à-dire, on commence à envoyer des petites collections d'objets naturels dans les écoles et à faire venir les groupes scolaires pour que des leçons, par exemple, d'histoire naturelle aient lieu au musée en présence des objets, en présence des dioramas, enfin, de toute la panoplie des moyens dont on disposait. Ça s'est étendu aussi à l'enseignement de l'histoire de l'art. Je ne veux pas être très catégorique sur ce sujet parce que j'ai perdu un peu le contact avec. Mais j'avais l'impression qu'en France, nous avons un chemin particulièrement long à faire dans ce domaine. Il ne faut pas oublier que l'éducation nationale a vaillamment réussi à résister à l'introduction de l'histoire de l'art dans les programmes des lycées,
bien que les plus grandes sommités scientifiques du pays, avec André Chastel en tête, étaient engagées dans cette affaire, et des institutions, et les résultats, je crois savoir, n'est pas très glorieux, ce qui est une litote. Donc, mais évidemment, je suis absolument convaincu que nous y viendrons tôt ou tard, malgré les pesanteurs de l'éducation nationale, à intégrer beaucoup mieux, partout où c'est possible, la visite au musée, au programme scolaire, et à faire du musée un des lieux dans les domaines qui s'y prêtent. Un élément indispensable du programme d'enseignement. Mais là, nous avons encore beaucoup à apprendre des Américains en particulier, parce qu'eux, ils ont poussé ça très très loin. Alors, on va prendre 2 dernières questions. Donc, il y en a. Il faut qu'on s'arrête malheureusement. On vous écoute. Et si vous pouvez parler. C'est une question courte, puisque vous avez déjà donné un élément de réponse. À l'instant, quand vous parlez de justement du public, de travailler avec le public, on n'en a pas parlé ici, de la médiation dans les musées. Donc est-ce que c'est un progrès? Est-ce que c'est des techniques qui évoluent à vos yeux, d'avoir des médiateurs, des personnes qui accompagnent le public dans ce qu'ils vont voir au musée? Médiateur, d'une certaine manière, c'est exactement les rôles que lorsque vous amenez une excursion scolaire à l'école, au musée, les conservateurs ou la conservatrice ou les profs qui est là jouent le rôle du médiateur entre les visiteurs et les œuvres. Et ce rôle du médiateur est répliqué dans différentes situations. C'est à la fois dans les contacts directs, mais aussi par l'écriture. Il y a tout un travail qui est fait indépendamment des publications, si je peux dire, payantes, mais toute une série de publications qu'on distribue au musée ou que chacun peut prendre et les lire. Et là encore, on est très exactement dans l'opération des médiations. Donc cette sorte d'esprit de médiation, je dirais, imprègne une grande partie des rapports du musée avec le public, ou du moins ça devrait être comme ça. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une autre chose. Oui, bonsoir Monsieur Pomian. Vous parliez des pillages et des restitutions des collections. Comment vous imaginez le cadre juridique ou moral de restitution des collections qui ont été pillées par les Russes en Ukraine pendant cette guerre-là, sachant que beaucoup des conservateurs et des responsables des musées n'ont même pas pu faire d'inventaire? Alors, je dirais que le cadre juridique, lui, il existe. Les problèmes avec le cadre juridique dans le cas de la Russie, c'est qu'elle ne reconnaît pas le cadre juridique. Déjà, les problèmes de restitution après la Seconde Guerre mondiale n'a pas été résolu du côté russe, parce qu'après une période première d'ouverture, il y a eu une célèbre décision de la Douma de 1898, si mes souvenirs sont exacts, qui a complètement bloqué toute restitution à des anciens pays de l'Axe, donc non seulement l'Allemagne, mais aussi l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, tous les pays qui ont été victimes des pillages de la part de l'armée soviétique. Et rien de tout cela n'a été restitué suite à cette décision de la Douma. Tandis que ça se faisait petit à petit, ça a commencé déjà dans les années 50 ou dans le cadre de la diplomatie. On a restitué des choses à l'Allemagne, à commencer par la Galerie de Dresde, par le Pergamon Museum de Berlin, etc. Mais
la collection Schliemann, qui était par les testaments de Schliemann destinée au musée d'ethnographie de Berlin et toujours au musée Pouchkine. Le seul progrès en la matière, c'est qu'au moins, elle n'est pas dans les réserves et que nous savons qu'elle est là, qu'elle a été exposée. Mais pour le reste, la Russie pose un énorme problème de ce point de vue-là, qui ne concerne pas que l'Ukraine. Alors, il y aura évidemment les problèmes de l'Ukraine, et reste à espérer. Je n'en sais rien, je ne me sens pas compétent du tout pour en parler, mais j'espère que les conservateurs ukrainiens, dans les cas des villes qui ont été occupées par l'armée russe et dont on sait que les œuvres ont été exportées vers la Russie, qu'ils ont gardé les inventaires. Parce que ça, c'est l'énorme problème que nous avons eu en Pologne après la Seconde Guerre mondiale, dans beaucoup de cas, c'est que les nazis ont brûlé aussi les inventaires. Et à partir de là, il est extrêmement difficile d'arriver à des résultats. Mais il est incontestable que quand il y aura les négociations de paix, quand il y aura un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie, ces problèmes de restitution sera posé et il devra être résolu. Mais là, nous avons affaire en effet à un pays dont le respect du droit international, comment dirais-je, n'est pas les côtés les plus forts pour encore une fois utiliser une litote. Ouais, le respect du droit en général, je pense, en général pour la Russie. Merci infiniment, Merci, Christophe Pomian. Merci C'est beaucoup. moi, merci beaucoup. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée dans le cadre de l'édition 2023 du festival L'Histoire à venir, Il était une fois le progrès. Festival d'histoire et de sciences humaines et sociales co-conçu par l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. Thank you.